Merci à vous d'être venus si nombreux. D'habitude, je suis plutôt dans la salle et je suis fortement intéressé par toutes les interventions que Au fil des mémoires organise. Alors, j'ai un peu la barre est haute. J'espère que je serai à la hauteur des présentations que certains d'entre vous, ont l'habitude de suivre ici. Je remercie évidemment les propriétaires et les anciens propriétaires aussi de la FRETA, sans qui on n'aurait pas pu faire des photos de leur galerie et présenter aussi ces photos en conférence comme ce soir. Voilà. Mais après les remerciements, je les échelonnerai aussi au fur et à mesure des diapos, des photos, pour éviter d'oublier oublier du monde. Alors je vais essayer de pas faire d'impair sur le truc. Alors, avec Jacques, on avait eu beaucoup de mal à trouver le titre, cette conférence. Je tenais absolument à ce qu'il y ait convulsion dans le titre. Et lui, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai mis convulsion, en accord avec Jacques, dans le titre. Je vais parler de galeries, mais pas que. On va parler aussi de la FRETA, et puis de certaines pages d'histoire de la FRETA. Alors, la présentation que j'ai préparée, elle est en 4 parties qui sont de durée pas forcément égale. On va voyager un petit peu dans le temps. La première partie va être quand même consacrée à l'époque Pierre Poivre, donc 18e siècle, à l'époque où Pierre Poivre est en recherche d'un domaine pour construire, aménager, et puis sans doute il pensait aussi à ses vieux jours. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va se faire un bond de 100 ans, un siècle quasiment. Milieu du 19e siècle, c'est les travaux de la ligne ferroviaire qui ont provoqué un glissement de terrain au droit de la FRETA, qui a généré beaucoup de correspondances, parce qu'il y a eu un contentieux, qui a permis effectivement d'apprendre un certain nombre de choses sur le domaine de la FRETA, mais la contrepartie, c'est que ça a aussi conduit à finalement la destruction de la maison que Pierre Poivre avait fait édifier un siècle auparavant. Dans la correspondance de la FRETA, du long contentieux entre la compagnie ferroviaire et les propriétaires de l'époque, il y a quand même j'ai sélectionné quelques extraits de ce que les experts, alors pas en assurance, mais les experts écrivaient sur la FRETA. Il y a des choses qui sont assez amusantes. Et puis, je terminerai par la dernière partie avec ce que j'ai qualifié l'ensemble hydraulique de la FRETA. C'est l'ensemble des photos que j'ai pu faire depuis il y a quelques années et qui permettent aussi de se resituer dans le contexte aussi du 19e siècle qui est décrit dans les parties précédentes. Voilà. Alors, première partie que j'ai baptisée Pierre Poivre en quête d'un lieu de résidence, domaine de la FRETA. Quelques mots sur Pierre Poivre déjà pour resituer un petit peu le contexte. Pierre Poivre est né à Lyon en 1719 et mort à Saint-Romain, donc à la FRETA, en 1786. C'était quand même un sacré personnage, ce Pierre Poivre. Une vie assez aventureuse, même si au début il se destinait plutôt à une carrière ou une destinée, je dirais, religieuse. Il a fait des études au séminaire et il est parti, il avait à peine 22 ans, en mission en Extrême-Orient, en Chine, pour évangéliser les Chinois. Il a fait deux missions d'évangélisation donc durant sa jeunesse qui n'ont finalement pas donné grand-chose, soit qu'il était peut-être motivé par autre chose, soit qu'il y a eu un contexte qui n'était pas forcément, qui lui plaisait pas. Par contre, il s'est beaucoup intéressé, je dirais, aux échanges commerciaux entre l'Extrême-Orient et puis l'Occident ou les îles de l'océan Indien. Il s'est aussi intéressé, mais c'était sa nature, au système agricole, à l'horticulture, ce qui fait que, en évangélisation, au bout de ces deux missions, il a abandonné et puis il a débuté une carrière à la Compagnie française des Indes orientales, où là, forcément, il était dans son élément. Il y avait du voyage, il y avait du commerce, et il y avait potentiellement donc des activités pas agricoles, mais des activités liées au commerce des épices qui l'ont beaucoup pris, qui étaient très
il était très intéressé par cette richesse que représentaient les épices. Et d'ailleurs, au cours de ses pérégrinations pour la Compagnie des Indes, il a quand même réussi à exporter clandestinement des plants de muscadier des colonies hollandaises pour les importer dans les colonies françaises, notamment à l'île de France, qui est aujourd'hui l'île Maurice. Donc voilà, plein d'aventures. Il a même perdu l'usage ou un morceau de sa main ou son avant-bras par un boulet de canon. Je sais plus si c'est un boulet anglais ou hollandais, peu importe. Enfin donc il a perdu une partie de son avant-bras gauche. Mais alors après à la faillite de la Compagnie des Indes, forcément ça a été repris par l'État et assez naturellement Pierre Poivre est devenu administrateur colonial ou intendant de l'île de France. Et puis pendant qu'il était à ces fonctions-là, il faisait encore des allers-retours forcément à Paris et à Lyon et il s'est mis en recherche d'un domaine. Il pensait sans doute aussi à ses vieux jours, et puis à son épouse aussi, ça je ne sais pas si elle restait ou elle l'accompagnait dans tous ses voyages, mais voilà, il a eu une vie assez dynamique, assez mouvementée. Donc on va se mettre un petit peu dans la peau de Pierre Poivre, à l'époque où il était en recherche de domaines. Donc c'est dans les années 1750, avant 1758, puisqu'il a acheté le domaine de Lafreta en 1758. Donc forcément avant, il a dû faire un peu de prospection. Là, j'imagine un petit peu, c'est pas historique ce que je vous raconte, mais dans ses critères ou dans son cahier des charges de recherche, il voulait sans doute des terrains assez grands. Il avait sûrement en tête de faire des jardins, d'aménager des terrasses, des jardins et amener peut-être aussi des plantes exotiques. Donc il lui fallait un grand espace. Il lui fallait aussi de l'eau sur les terrains parce que forcément les cultures elles ont besoin d'eau toute l'année. Donc ça tombe bien, dans le Mont d'Or, il y a beaucoup d'eau, mais pas partout. Donc il faut savoir où elle est. Donc il a pu prospecter du côté de Collonges. En l'occurrence, là, c'est une propriété à Collonges qui existait, je crois qu'elle était même antérieure à la période de Pierre Poivre. Donc on voit ici, c'est pas un hasard si je vous ai mis un jet d'eau. Et puis ici un lavoir privatif, donc présence d'eau sur d'anciens domaines. Présence aussi de plans d'eau. Alors c'est le même domaine, mais un plan d'eau avec, bon là il y a un petit chalet qui est postérieur, qui doit être du milieu du 19e siècle, voilà des plans d'eau qui sont alimentés par des galeries de captage qui font partie de la propriété privée. Et ce plan d'eau d'ailleurs, il avait un usage pas seulement esthétique ou agrément, c'était aussi, il alimentait aussi à la saison un moulin pour le propriétaire. Voilà, donc il a pu prospecter du côté de Collonges. Là, c'est un autre domaine, on est plutôt au nord du Mont d'Or, on est à Chasselet. Pareil, une propriété d'une très ancienne famille de Lyon ou de ses environs, avec toujours des jardins en terrasse, hein, parce que le Mont d'Or n'est pas très plat, et puis des galeries. Là, c'est une entrée de galerie de captage qui s'enfonce sur plus de 100 ou 150 mètres, avec des pièces d'eau qui permettaient aussi aux propriétaires d'avoir un vivier ou d'avoir, alors ça je pense que ça devait être un ancien vivier, mais on peut imaginer qu'il y avait aussi un lavoir privatif sur ce type de domaine. Autre exemple de domaine, celui-là aussi qui est très ancien, enfin, qui date largement de l'Ancien Régime. Là, on voit un beau mur et des escaliers avec deux entrées qui donnent chacun accès à une galerie de captage et un joli bassin au milieu qui se trouve, là on est sur Paul-et-Mieux. Et quand alors c'est avec Luc Bolévy qu'on avait visité cette galerie, d'ailleurs Luc est ici, et il n'avait pas fait exprès, enfin je pense pas, mais il avait mis un polo pourpre, la couleur du cardinal. Il se trouve que c'est un ancien domaine qui a été occupé par le cardinal de Richelieu, mais pas le ministre, c'était le frère du ministre qui était cardinal de Lyon à l'époque. Donc j'appelle ça la galerie du cardinal. Ensuite, j'ai mis cette photo, enfin non, c'est une photo, mais c'est une peinture qui a été peinte par un peintre qui s'appelle Jean-Baptiste Lallemand,
qui est exactement contemporain de Pierre Poivre. Je crois qu'il est né 2 années avant Pierre Poivre. Et je ne sais pas si vous reconnaissez, si vous voyez où c'est, dans le Mont d'Or. C'est un ancien bassin qui était au château de Curis. Là, c'est la vallée du Tout, là, qui monte sur Polémieux. Et puis à l'époque, le propriétaire, le châtelain, il avait un droit d'eau, il pouvait prendre toute l'eau du Tout, il la dérivait pour l'amener dans son domaine et ses jardins. Donc il a aménagé un beau jardin. Donc il est très probable que Pierre Poivre, dans ses pérégrinations, il est vu exactement ce contexte, cet environnement, puisque ça existait à l'époque où Jean-Baptiste Lallemand l'a peint. C'était l'époque de Pierre Poivre. Et voilà, château de Curis. Bon, le château était peut-être un peu au-dessus des moyens de Pierre Poivre, où il était pas à vendre, hein, j'en sais rien. Mais voilà, donc ça c'était des exemples. On peut imaginer que Pierre Poivre a fait un certain nombre de prospections dans le Mont d'Or, peut-être pas que le Mont d'Or, mais en tout cas, il a finalement jeté son dévolu sur le secteur de la Fretta. Donc là, j'ai mis une carte. La Fretta en est ici, donc c'est vraiment sur Saint-Romain, coincé entre la Saône et puis la colline, hein, qui ensuite monte jusqu'au mont Cindre. Faut savoir qu'il y avait 3 domaines à cette époque qui étaient le long de la Saône. Sur Collonges ici, c'est le domaine que vous connaissez sans doute bien, qui est celui de la Pélonnière, qui est là. Et puis là, celui-là aussi, je pense que vous le connaissez, c'est le domaine de Tourvéon, avec le château qui est ici, et qui descendait jusqu'à la Saône, dans les bois de Charézieux. Donc tout ça, je pense que vous connaissez le secteur, il y a des sentiers de randonnée balisés ou pas, mais il y a des petits sentiers qui montrent qu'on est quand même sur un terrain extrêmement accidenté, pentu, avec une géologie très variée. Je continue. Alors là, on va rentrer sur la Fretta, mais on reste encore au XVIIIe siècle, au travers des documents qui s'appellent donc l'Atlas des rentes nobles de Couzon. Donc c'est des grands atlas, hein, qui sont magnifiquement écrits et dessinés à la main, et qui en fait étaient, j'ai tendance à dire que c'était le cadastre de l'époque. Alors évidemment, c'était pas le cadastre, mais c'était l'Atlas des rentes nobles. Il avait à peu près la même finalité, c'est-à-dire que les propriétaires des terrains, donc Pierre Poivre ici en l'occurrence, ils devaient quand même assurer une certaine des taxes, mais ils devaient payer une contribution auprès des rentiers, les rentiers étant les nobles, et en l'occurrence sur Couzon et Saint-Romain, ces rentiers étaient les chanoines comtes de Lyon, qui administraient la cathédrale de Saint-Jean. Donc on parle des chanoines comtes de Saint-Jean. Alors c'est des documents très intéressants qui sont aux archives départementales, et que si je rentre un petit peu dans le détail, alors il y a plein de planches, il y a plein de détails, des zooms et des dates différentes, c'est ça qui est intéressant. Donc ça, on est un plan qui date de peu après 1758, puisqu'on sait que Pierre Poivre a acheté la Fretta en 1758, et que vous voyez sur ce plan, tènement de Monsieur Poivre appelé la Fretta. Voilà. Alors, sur l'acte de vente de la Fretta, c'est assez amusant. Alors déjà, c'est pas Pierre Poivre qui était présent chez le notaire à l'époque, donc c'était le 12 mars 1758, il était retenu à Paris. C'est son frère, des Poivre, qui signe, Denis Poivre, qui signe l'acte de vente. Et là, en bas, c'est la procuration. Alors la signature de Pierre Poivre, ça fait un peu le Poivre, curieusement. Je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà, il a donné sa procuration à son frère pour signer l'acte de vente. Et alors sur l'acte de vente, on peut y lire des choses assez intéressantes. On y parle déjà d'une maison de maître, de vignes, de prés, de vergers, de pâturages, etc. Et puis alors quand on descend un peu dans ce qu'il achète, il y a aussi les biens meubles, le pressoir, le cuvier, les tonneaux, les bennes, les benoît, les bestiaux, le harnais, les outils d'agriculture, les trumeaux aussi de glace, les tables de marbre. Donc il a acheté tout le mobilier qu'il y avait dans la maison. Et pire que ça,
on voit aussi il a acheté les denrées étant actuellement dans la maison. C'est comme si vous achetez une maison, vous achetez aussi le pot de Nutella ou le pot de moutarde ou la cave à vin. Donc voilà, donc il a vraiment tout acheté du domaine. Et puis alors un truc qui est génial, c'est que il est aussi question de 6 messes qui doivent être célébrées chaque année dans la chapelle domestique. Donc quand il a acheté la Fretta, bah, il a acheté cette charge, c'est-à-dire qu'il devait 6 messes par an. J'ai retrouvé aussi l'acte de vente de la Fretta, donc après le décès de Pierre Poivre. Les 6 messes ont perduré. Alors, je ne sais pas si le propriétaire de la Fretta est là, mais j'attends toujours une invitation aux messes. 6 messes annuelles. Hein. Alors, après 1758 et avant les travaux, ça c'est l'état de l'atlas, enfin, du plan de l'atlas des rentes nobles. Le domaine de La Fretta, voilà à quoi il ressemblait sur l'atlas lorsque Pierre Poivre l'a acheté et avant qu'il construise ou qu'il aménage ses travaux. On voit ici un bâtiment ou 3 bâtiments, il y a sans doute un corps de ferme et une maison de maître à l'intérieur de ce bâtiment puisqu'il en est question sur l'acte de vente. Il y a ici un trait assez énigmatique, je ne sais pas bien ce que c'est. Bon, la Saône est ici, hein, voilà, vous vous repérez à peu près. Et puis ben, la voie ferrée n'existait pas, mais elle est passée après ici. Alors ce trait-là, je me suis demandé s'il n'y avait pas de l'eau qui passait en surface, puisque on sait au travers des actes des terrains qui sont sur la Fretta, on sait que il y avait déjà de l'eau qui coulait par des fossés, par des canalisations, par etc. Au travers du terrain en direction de la Saône. Ça, je ne sais pas. En tout cas, les terrains tels qu'on les voit dans l'acte, hein, il y a des vignes, des prés, des vergers, des bois, maisons de maître et grangers. Donc là, voilà, hein, maison de maître ici, je ne sais pas quel bâtiment est la maison de maître, et des grangers. Et il n'y a pas de pièce d'eau dans l'acte de vente, mais, que je vous dis, voilà, il y a des prises d'eau tombant, passant et traversant donc au travers du chemin de l'Éperon, hein, tendant donc après c'est le chemin qui va de Lyon pour arroser et faire des jets d'eau. Vous voyez, des jets d'eau. C'est pour ça que je vous ai montré une photo de jet d'eau, une propriété à Collonges. Donc il y avait déjà des jets d'eau à l'époque. Donc ça c'est un acte, oui, 1716, c'était avant l'acquisition de Pierre Poivre. Donc il y avait un terrain que j'ai qualifié d'un certain potentiel selon les critères de Pierre Poivre, parce qu'il y avait déjà de l'eau sur ces terrains, et puis il y avait déjà de la culture sur ces terrains. Et puis des maisons qui pouvaient être soit réaménagées, soit entièrement reconstruites. Donc ce terrain-là devait convenir assez bien dans les critères de choix pour Pierre Poivre. Autre document, alors là je tiens à remercier Nicole Gilardi, qui n'a pas pu venir ce soir je pense, mais qui est une grande fournisseuse de documents ou de références d'archives. Elle a passé beaucoup de temps aux archives départementales, alors moi aussi, mais moi beaucoup moins qu'elle. Et du coup, elle m'a fourni des cotes et des informations sur des actes qui sont très anciens. Ici, on est sur un acte de 1683. C'est un contrat de vente des eaux qui sont souterraines, donc c'est un contrat qui est donné à Marc Chaumet sur les terrains de la Fretta. Et on y lit, c'est ce que j'ai souligné en rouge, que ce donné Marc Chaumet donc a acquis un droit d'eau et peut creuser des galeries, mais ne fera faire de voûte pour le conduit des eaux que dans des endroits où il y a assez de profondeur pour n'être pas dommageable à la vigne. Quelque part, c'est un acte de naissance d'une galerie qui date de 1683. C'est rare hein, de tomber dessus, c'est un coup de peau, mais merci Nicole Gilardi. Et donc on sait qu'il y a des galeries qui ont été creusées et aménagées en 1683. Et après je vous dirai celles auxquelles je pense. Autre plan, donc là, il y a plusieurs dates de réalisation de l'atlas des rentes nobles. Donc là, on voit que, vous voyez, les bâtiments ont quand même évolué. C'est un état intermédiaire entre 1758 et 1777. Donc j'ai pas de date, mais c'est quelques années après l'acquisition par Pierre Poivre. On s'aperçoit donc que les bâtiments ont commencé à évoluer. Et puis qu'il y a déjà, il n'était pas avant, il y a déjà une plantation d'allées avec des alignements. Probablement que c'est Pierre Poivre qui avait déjà imaginé un domaine avec de belles plantations. Donc il a
il était prévoyant, hein, les arbres, ça pousse moins vite qu'une maison. Voilà, alors là, on est sur la configuration 1777. Donc là, on voit, alors je suis désolé, hein, il y a une grosse pliure, mais l'Atlas des enveloppes, c'est un grand livret qu'on déplie et on peut évidemment pas trop appuyer sur les pliures, sinon on esquinte le document. Donc on est orienté dans l'autre sens, la Saône est en bas, là. Là, on voit la configuration des bâtiments donc, qui ont été construits à la demande et par Pierre Poivre. Hein. Et on voit aussi des beaux jardins avec ici des bassins, bassin 1, bassin 2, et ici aussi. Et puis tout un réseau de petits sentiers dans une zone qui est très pentue. Et il est aussi propriétaire de tout le haut. Donc pour ceux qui connaissent Saint-Romain, il y a le lotissement du jardin chinois qui est ici, mais qui porte le nom parce que justement Pierre Poivre avait aménagé un jardin chinois ici. Alors, pour vous repérer, j'ai mis voilà, la photo aérienne contemporaine de ce que Pierre Paul avait acheté. Dans un premier temps, il avait acheté tout ça. Donc là, c'est le jardin chinois qui doit être ici, à Saint-Romain. Et puis, il a dû compléter par une acquisition ici, là. Je ne sais pas quel est le nom de ce quartier. Mais voilà, il est devenu finalement propriétaire d'un très grand terrain. Et vous voyez la voie ferrée qui est ici. Là, je vous le remets, c'est le même plan un peu en plus gros. On voit ici donc le jardin chinois avec ses allées. Et puis là, on est dans tiens, ici il y a le petit cabinet de curiosité. C'était aussi un peu à la mode à l'époque. Hein. Il avait dû mettre ici ses petites trouvailles où il avait ramené des îles ou de Chine ou je ne sais quoi. Donc il y avait un cabinet de curiosité ici sur un petit promontoire. Et pour y aller, bah, il fallait quand même crapahuter dans des petites allées assez sinueuses et très pentues. Alors, je continue. Là, j'ai trouvé cette représentation dans le livre du docteur Gabour sur Saint-Cyr. C'est un médecin à Saint-Cyr qui je pense qu'il a bien soigné ses patients, mais il a passé beaucoup de temps, comme moi d'ailleurs, sur les chemins des Monts d'Or. Donc, il a fait un livre. Et dans ce livre, il y a quelques illustrations, dont celle-ci. C'est la représentation de la façade sud, donc de la maison de Pierre Poivre. Alors ça, donc c'était voilà, avant le glissement de terrain, vraisemblablement. Je ne sais pas si c'est une représentation très exacte, très précise, j'en suis pas certain. Là, c'est la petite chapelle avec les 6 messes domestiques hein, par an. Elle est ici. Et puis, alors ça, actuellement, c'est la maison maître actuelle qui a été reconstruite après le glissement de terrain. Donc, je ne sais plus si ça date de la fin du 19e ou début 20e. Mais à peu près sur la même angle de vue. Et la fameuse chapelle, dont j'attends toujours les messes, ici. Et là, il y a des petits bénitiers, c'est super. Des petits bénitiers qui ont je sais pas comment ça s'appelle, c'est des gros coquillages que Pierre Poivre a dû ramener. Il y en a un de chaque côté. Donc, il les a scellés à l'entrée de la chapelle. Voilà, alors ça, c'est des plans plus d'architectes qu'on trouve sur un site internet d'un passionné de Pierre Poivre qui s'appelle Jean-Paul Morel, qui a accumulé une foultitude d'informations, de données. C'est assez intéressant, enfin, très intéressant à lire, mais c'est très long parce qu'il y a énormément de documentation. Alors je suis lent d'avoir tout lu. Et parmi les documents, on voit qu'il a indiqué ce plan-là, qui date de 1858, mais on voit aussi du petit Blanco, là, il a effacé des choses. Alors je fais assez confiance à ce plan qui a été dressé par un architecte. Vous voyez que les fenêtres sont moins arrondies que le dessin reproduit par le docteur Gabour. Mais le vrai plan, c'est celui-ci, qui est aux archives. Et là, on voit toutes les fissures, les lézards de la construction. Donc ce plan-là, il a été fait par un expert à la suite du glissement de terrain. Donc j'en viens maintenant à la deuxième partie, qui est l'histoire du glissement de terrain, qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Il y a quand même des choses assez croustillantes. Bon, c'est triste, hein, parce qu'il y a eu quand même des dégâts et des personnes qui ont subi des préjudices, mais il y a énormément de documentation associée à ce glissement. Alors là, je suis à l'extrémité de la propriété de la Fretta, sur un mur qui est assez haut.
Et en contrebas, on voit bien les voies ferrées, la route et la Saône. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée déclivité et que on peut comprendre aisément que le terrain il a du mal à être stable. Les travaux de la compagnie des chemins de fer, donc c'était la PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Ça tombe bien parce que on a parlé ici de la construction de la ligne à Collonges il y a quelques mois. Donc ça fait aussi le lien avec ce qui s'est dit il y a quelques mois. Alors, les faits qui se sont produits. 12 mars 1853, on est en plein travaux, il y a un éboulement qui se produit. Il y a un contentieux qui a duré 8 ans, avec des expertises, des contre-expertises, des recours, des pourvois. C'était invraisemblable. Alors, je ne vais pas tout vous présenter, mais je vous présenterai un peu l'essentiel. Et ça se termine, puisqu'il y a eu deux procédures qui se sont superposées l'une sur l'autre, je vais vous expliquer ça. Ça se termine systématiquement par un décret de l'empereur, Napoléon III, le 14 mars 1861, pour solder tout le contentieux. Il y a aux archives un document qui fait 122 pièces, que je me suis amusé. Alors j'ai amusé, c'est vrai, je me suis vraiment amusé, fait plaisir à tout lire. C'est un peu pénible de lire des trucs avec des écritures un peu petites, mais il y a des choses, c'est super. Alors, il y a donc je vous ai dit que le glissement de terrain a dû avoir lieu en mars 1853 et qu'il y a eu un PV de constatation dressé seulement le 28 juillet 1853. Donc il y a un peu de temps qui s'est écoulé. Je m'explique ça à la manière suivante, c'est que les occupantes de la maison, puisqu'on est donc 1853, elles sont appelées dans toute la procédure les dames de Senneville. Je ne sais pas si c'est deux sœurs, si c'est une mère, une fille, une veuve, je ne sais pas. J'imagine que c'est deux sœurs, mais je peux me tromper. Et c'est partout les dames de Senneville. Donc je me dis que les pauvres dames de Senneville, elles étaient un peu dépassées par les événements. Elles se sont fait un petit peu embobiner par le responsable du chantier de la voie ferroviaire, qui leur a dit oui, ne vous inquiétez pas, on va réparer. Ils ont effectivement réparé le glissement de terrain, qui était localisé au niveau d'un mur, mais au fur et à mesure qu'ils réparaient, ça continue à glisser. Ça a duré 3, 4, 5, 6 fois, 6 réparations, et puis ça n'était toujours pas stable. Donc, au moment, elles ont dû élever la voix, elles ont dû menacer, et puis il y a eu un PV de constatation, donc le 22 juillet 1853. Ce PV, voilà ce qu'il dit. Alors là, c'est le mur où je vous ai montré tout à l'heure la photo dans le coin, on était à peu près par ici. C'est une vue de dessus. Là, c'est le déblai pour réaliser la tranchée ferroviaire, parce qu'il a fallu enlever du matériau sous la Fretta, sous le domaine. Et ce mur-là, il a rompu. Et il y a une partie du terrain qui finalement s'est déplacée vers la Saône, en tout cas vers le chantier. Donc c'est pas des grandes surfaces, j'ai dû voir ici. La zone éboulée 3,44 arts. Un art c'est 100, c'est 100 mètres carrés, c'est 10 mètres sur 10 mètres. Donc, 340 mètres carrés ou 200, d'ici 300 mètres carrés. C'est pas une grande surface. C'est pour ça que la compagnie Ferrio, vous inquiétez pas, c'est rien par rapport au chantier qu'on a. On va vous régler le problème, mes petites dames. Et bah oui, bah non, ça s'est pas réglé comme ça. Alors du coup, elles ont fait un recours finalement. Elles ont assigné, alors à l'époque, on assignait auprès de la préfecture ce genre de dommages. Et elles ont pris un expert qui s'appelle Falcouz, qui est un architecte. Donc il a fait plusieurs visites et il a fait un rapport. Et dans ce rapport, on peut lire La Fretta, une des plus belles maisons de plaisance des environs de Lyon, est située, etc. Il a évalué les dégâts à 40 000 francs dans la zone éboulée et 110 000 francs pour les autres dommages, puisqu'il avait relevé quand même des fissures dans le jardin, voire sur la maison. Et puis il y avait aussi une dépréciation de l'occupation. Donc 40 000 plus 110 000. C'est beaucoup. Et il écrit, c'est dans l'ombrage de ces beaux tilleuls si cruellement endommagés aujourd'hui que Poivre écrivit l'éloquente relation de ses voyages. C'est rêvé, hein. Alors c'est pas les tilleuls, là, ils sont plus en 100 ans après, hein, mais Falcouz a dû voir ce genre de paysage et il s'est mis à rêver sur Pierre Poivre. Là, je suis pareil, c'est dans l'autre sens. Donc là, je suis le domaine de la Fretta et la maison est au bout.
Et puis, Falcou, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a dressé un plan de l'ensemble de la zone. Donc, vous voyez la zone d'éboulement ici, le cabinet de curiosité, là, qui est toujours ici, et puis la maison de maître, ici. On voit ici, je vous en reparlerai après, hein, ici des choses qu'ils ont appelées les galeries en pas de doigts. Et puis, ici, une grande lézarde, qui remontait quasiment jusqu'à la route, aujourd'hui c'est la route de Collonges à Saint-Romain. On n'était pas très loin de la route. Voilà. Et il écrit, dans l'étable, une commotion s'est produite et une violente détonation s'est faite entendre dans le mois de juillet 1854. C'est-à-dire que un an après le glissement de terrain, ça continuait à bouger et même à avoir des explosions souterraines. Voilà. Alors le glissement de terrain ou le premier éboulement, il est situé à peu près où j'ai pris la photo. À peu près ici. À peu près ici. Alors, si le mur a été esquinté, ça n'a rien à voir avec le glissement. Il avait été réparé largement depuis, mais bon, c'est un arbre qui est tombé. La photo, elle a 5 ou 6 ans, je sais plus. Hein, donc, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Et alors, là, on passe à la partie adverse. Rapport de Benoît. Donc, Benoît, c'est un architecte expert qui est mandaté par la compagnie ferroviaire. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, lui, il dit maison d'habitation, affaissement ancien, réparation ancienne. Les autres bâtiments sont très anciens et construits avec peu de soin. On y remarque de nombreux surplombs, bouchements, lézards et fissures qui sont pour la plupart très anciens. Conclusion, 11 472 francs. Donc circuler, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y avait déjà des dégâts bien avant nos travaux. Donc qu'est-ce qui se passe? On a deux experts qui sont extrêmement en désaccord. Il y a une expertise tierce qui est mandatée par la préfecture et c'est un dénommé Debette, un ingénieur des mines. À l'époque, on faisait beaucoup confiance au grand corps des ingénieurs, hein, les ponts, les mines, machin. Donc la préfecture, ou le préfet, tiens, monsieur Debette, ingénieur des mines, éminent ingénieur des mines, voilà, il va nous faire une expertise. Il a fait une expertise en 4 pages. Hein. Les autres, c'était des dizaines, des vingtaines, des trentaines de pages. Hein. Et il écrit en introduction, au tout début, là est le débat qu'on ne peut qualifier que de mauvaise chicane. Ah, tout est dit. Hein. Il ne veut pas rentrer dans le truc. Et il dit, moi, 14 567 francs pour dommages dans la zone d'éboulement. Donc, il est quasiment d'accord avec le Benoît qui défend la compagnie ferroviaire. Donc, je refais un petit peu l'historique. Le 27 février 1855, le Conseil de la préfecture arrête l'indemnité à 15 000 francs pour les dommages dans la zone d'éboulement et 15 000 francs pour les autres détériorations et dépréciations. Donc, on est au-dessus de Bête et assez en dessous de Falcouz. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, la compagnie ferroviaire, elle n'est pas contente, et les dames de Senneville sont pas contentes, donc ils font chacun un recours. Donc, ça va provoquer une nouvelle expertise, rapport Ménard, visé par Vaïs, bien connu, hein, Haussmann de Lyon. Lui, il dit 15 000 francs. Donc, en dessous du premier, de la première décision de la préfecture. C'était un peu ce que disaient Debette et Benoît. Et au final, c'est l'empereur qui tranche 30 000 francs. Donc, il rejoint finalement la position un peu intermédiaire, mais assez en dessous de Falcouz, de la préfecture. Et là, on a le décret ou le Conseil d'État signé Napoléon III. Et bingo, pendant que toute cette procédure suivait son cours, donc pendant que c'était dans les instances au niveau parisienne, hein, en 1856, de nouveau, très forte pluie, nouveau glissement de terrain, et les dames de Senneville refont une nouvelle assignation, puisqu'il y a un nouvel événement et des nouveaux dégâts. Donc, nouvelle expertise, on prend les mêmes et on recommence à peu près. Falcouz refait un plan, juillet 1857. Là, on trouve encore la grande lézarde. On retrouve beaucoup plus de lézardes partout. Ici, les fameuses galeries dites pas de doigts. Une lézarde qui traverse, qui est au droit de ces galeries. Donc voilà, il y a plus de dégâts en 1857. Et du coup, en regardant un petit peu, on s'aperçoit voilà que la maison ici bourgeoise est complètement fissurée, lézardée, machin, elle n'est plus habitable. On apprend dans les textes que les dames de Senneville ont dû loger dans les grangeages, ici. Voilà. Et là, il y avait une chapelle, des bains, des caves, pressoirs, cuviers. Tout ça, on voit une fissure au droit du bâtiment qui ont généré effectivement des dégâts assez considérables.
Et vous voyez que les fissures aussi, on en trouve tout en bas. Et ça, c'est la tranchée ferroviaire hein, qui est ici. Alors, deux petits coups de zoom sur le plan de Falcouz. Ici, les galeries pas de doigts, on voit bien une lézarde, une fissure au droit de ces galeries. Et puis ici, on voit la grande lézarde là qui traverse un mur de soutènement juste derrière le bassin qui était plus en amont. Et aujourd'hui, voilà, ça c'est le mur de soutènement. Le bassin, ici, on voit l'arrière de l'ancien bassin qui était ici sur la droite de la photo. Et là, ce mur, cette rupture du mur, correspond donc au glissement de terrain de 1853. Et ça, c'est encore actuel aujourd'hui. Ça bouge plus, hein, mais c'est les traces du glissement. Donc, il y a de nouveau des tas de rapports. Falcouz fait son rapport le 15 novembre 1857. Et alors là, pour se border, il fait intervenir d'éminents scientifiques, Fournet, un professeur de minéralogie et de géologie, Drian, un ingénieur des mines, et Crestin, un architecte. Voilà, donc il s'est vraiment bordé de tas de spécialistes. Et lui, il évalue à 300 000 francs l'ensemble des dégâts, 230 000 de dégâts, plus 68 000 de dépréciation et troubles de jouissance. Donc là, il refait monter les enchères. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le rapport de Falcouz? Donc je lis un petit peu. Donc il y a environ 60 ans, soit avec Monsieur Poivre, soit avec Monsieur Garat, qui devait être un propriétaire d'après, et qui se souviennent avoir vu en jardin anglais la partie de terrain située au-dessus du chemin de l'éperon. Des allées sinueuses avaient été tracées dans le coteau. Il y a encore des allées qu'on arrive à deviner hein, aujourd'hui. Et il écrit un truc assez... c'est vrai ce qu'il dit, mais rien donc ne prouve qu'il y ait eu des glissements anciens. Il n'y en a pas eu. Mais admettons un instant qu'ils aient eu lieu. Il faut admettre aussi qu'arrive un instant où tout équilibre rompu finit par s'établir jusqu'à ce qu'une nouvelle cause perturbatrice vienne le rompre à nouveau. La tranchée, elle, vient de le détruire. Cet équilibre, quoique assez éloigné encore, un jour viendra où il se rétablira. Il n'a pas tort quand il dit ça. En matière de glissement de terrain, il y a des masses de terrain, on enlève des terrains, donc on déstabilise, et puis il y a un nouvel équilibre qui se crée. Mais là où il est un peu pervers, enfin, je ne veux pas aller trop vite, donc ça c'est les rapports Drian et Fournet qui joignent sans mémoire. On voit bien ici hein, la tranchée ferroviaire. Là, le mur de l'ancien mur de Pierre Poivre à l'époque, et puis une partie de ce terrain qui a glissé en portant une partie du mur. Alors, j'ai quand même eu la curiosité de regarder ce que disaient d'autres. Alors, c'est pas du tout dans la procédure contentieuse. C'est la monographie géologique de Falzan et Locard, qui date de 1866, et il parle effectivement du glissement du domaine de la Freta. On voit ici à peu près la même coupe. Et un truc assez intéressant qu'il dit, c'est qu'à la Freta, commune de Saint-Romain, la compagnie du chemin de fer a eu à lutter contre un énorme glissement argileux, entraînant des maisons, des murs, etc. Déjà, pendant une grande crue de la Saône, il s'était produit plusieurs années auparavant un mouvement dans le sol de cette localité. Et les travaux de chemin de fer n'ont fait qu'ébranler. Donc il y a déjà eu des glissements de terrain antérieurs. Et ça, c'est personne ne le dit. C'est étonnant que la compagnie ferroviaire et son expert, Benoît, n'aient pas été questionnés Falzan et Locard pour avoir plus de renseignements. Ils auraient eu gain de cause. Hein. Donc là, bizarrement, personne n'a relevé ce truc. Et Falcouz, je pense qu'il le savait. Il a produit des expertises qui allaient à son avantage, vu qu'il est allé chercher les meilleurs spécialistes. Et Falzan et Locard connaissaient forcément les Drian. Ils étaient dans les mêmes instances de sociétés savantes, etc. Hein. Donc, voilà, il y avait un petit peu de mauvaise foi, sans doute des deux côtés. Alors, le rapport de Benoît suit donc en 1858, 16 000 francs seulement. Debette, toujours le même, expert tiers, refait son truc, mais qui est à peu près conforme à Benoît. La préfecture, un peu échaudée par le premier truc, doit dire non, je vais demander un supplément d'instruction. Donc, il demande à un architecte qui s'appelle Louvier de refaire une visite et une expertise. Alors, Louvier a fait un travail assez remarquable. Et il a fait un travail finalement qui a servi à départager un petit peu les parties.
Et finalement, le décret de l'empereur, donc du 14 mars 1861, 65 000 francs. Et ça, c'est l'estimation de Louvier qui a été retenue. Alors justement, le travail de Louvier, on va pouvoir le regarder. Là, j'ai fait une petite sélection des meilleurs textes des différents experts que j'ai trouvés au hasard, enfin pas au hasard, que j'ai trouvé dans l'épais dossier. Donc là, c'est Falcouz qui dit en 1857, le château de la Fretta est construit au milieu de terrasses échafaudées les unes sur les autres. À son pied, la Saône forme un vaste contour et les vallons dans lesquels elle serpente offrent une multitude de tableaux riants, si riches et si animés, que ce site est un des plus beaux, des plus pittoresques de France. Hein, il est modeste, hein, de France. Ensuite, je continue. Là, ça doit être Crestin, l'architecte qui intervient pour le compte aussi de Falcouz et des Dames de Senneville. Ce domaine historique et dont les fastes remontent à une époque reculée est un des plus beaux des environs de Lyon. Alors là, on n'est plus en France, on est environ de Lyon, mais un des plus beaux tout de même. Le domaine est constitué de terres labourables, vignes, bois, prés, jardins, bâtiments de maîtres, fermes et dépendances. C'était donc effectivement ce que Pierre Poivre avait construit un siècle plus tôt. Alors là, je suis au niveau du bassin qui était le plus en amont, qui a été effectivement détruit par le glissement de terre. Crestin dit « Des canaux souterrains et voûtes sillonnent en tous sens et déversent leurs eaux en abondance. Ce sont elles qui alimentent les pièces d'eau et fournissent aux usages domestiques tels que salle de bain, cuisine, salle à manger, buanderie, etc. Après cette convulsion souterraine, toutes les sources sont taries. » Voilà la fameuse convulsion. Voilà pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait convulsion dans le titre de cette présentation de ce soir. Et vous voyez un petit peu l'état du... Bon, il faut imaginer ici de l'eau qui coulait et puis un bassin un petit peu qui était aménagé de manière un petit peu sauvage, quoi, avec de la rocaille. Hein. C'était pas le bassin circulaire qu'on voyait, que je vous ai montré tout à l'heure, précédemment. Alors là, j'ai essayé de trouver et déformer une photo la plus sordide possible. Alors j'ai bricolé un peu la photo. Parce que là, c'est Benoît, donc l'expert qui intervient pour le compte de la compagnie ferroviaire. Et il écrit « Cette propriété est dépeinte avec exagération par notre contradicteur. Nous sommes loin de la trouver aussi confortable qu'il la juge. Sans doute on y jouit d'une vue fort belle. C'est là son principal avantage. La maison est d'une moyenne apparence, néanmoins d'un plan bien entretenu, d'une construction simple, privée de cave et recouverte d'un simple toit en tuiles creuses. À l'intérieur, le salon seul est boisé. 4 ou 5 pièces seulement sont parquetées et les autres sont carrelées en carreaux ordinaires. Alors, les carreaux ordinaires, je pense que c'est de la tomette. Pour avoir vu actuellement la maison telle qu'elle est aujourd'hui, je pense il y a de la tomette aux étages et c'est sans doute de la tomette de réemploi. Donc, je ne sais pas si à l'époque la tomette était dévalorisée, mais en tout cas, il dit voilà, c'est des carreaux ordinaires. La plupart des planchers sont sans plafond, plusieurs pièces sont sans papier. Enfin, peinture et vernis paraissent dater de l'origine de la maison. Ce qui me fait dire que les dames de Senneville étaient peut-être pas très bricoleuses. Enfin, peinture et vernis paraissent dater de l'origine de la maison. Quant aux bâtiments de dépendance, ils étaient en très mauvais état avant les mouvements qui nécessitent leur reconstruction. Enfin, les jardins en parterre, donc vous savez, les beaux jardins de Pierre Poivre, ont été transformés en jardins potagers. Alors là, c'est Louvier qui a fait un travail assez remarquable. Il a tout repris à zéro quasiment. Et du coup, il y a des choses assez intéressantes dans ce qu'il rapporte. Premier élément, je mets quelques extraits. Donc là, en fait, c'est les plans. Là, c'est le plan de Falcouz et ça, c'est les plans de Louvier. On y voit clairement dans le rapport tout ce qu'a écrit Louvier. Ici, donc, c'est la maison de maître. Il parle de salle à manger avec fontaine d'eau courante. Il y avait l'eau courante qui arrivait à la salle à manger. Bon, probablement. Alors là, il écrit ça, on est au milieu du 19e, mais il est probable que la salle à manger du temps de Pierre Poivre, il y avait déjà de l'eau courante qui arrivait ici. Là, on voit les bains
Et sur le plan de Louviers, on voit le détail des distributions des pièces. Il y a 2 baignoires et 3 sièges d'aisance. Alors, il y avait sans doute un siège d'aisance pour la maison de maître, et puis il y avait aussi des fermiers et des grangers qui étaient qui habitaient et qui devaient aussi utiliser une partie des communs. Voilà, donc il y avait des facilités qui n'étaient pas forcément données à tout le monde à l'époque. Autre plan de Louviers assez intéressant, Louviers parle d'un papier peint. On est ici dans la chambre qui est au premier étage, donc ici, donc chambre dite des Chinois. Ce papier apporté de Chine par le voyageur Poivre est à la fois une rare curiosité et un précieux souvenir. Nous ne croyons donc pas en exagérer la valeur en le portant à 400 francs. Vous vous rendez compte, on est 100 ans après l'époque Pierre Poivre, il y a encore le papier peint de Chine dans cette pièce. Donc effectivement, ça pouvait sembler peut-être un petit peu délabré, mais j'aurais bien aimé le voir dans ce papier peint. Alors, les anciens propriétaires, je ne sais pas d'où ils connaissent ça, me disaient que c'était la chambre d'amis, cette pièce-là, et que Pierre Poivre avait reçu plusieurs reprises, enfin au moins une fois, Jean-Jacques Rousseau. Vous savez que Jean-Jacques Rousseau a fait 2 séjours à Lyon, enfin à Saint-Didier ou Champagne, enfin à Roche-Cardon, chez ses amis les Bois de la Tour. Il herborisait pas mal dans le secteur, et je pense que forcément, il a dû rencontrer Pierre Poivre, ils avaient des atomes crochus, et Jean-Jacques Rousseau aurait dormi dans cette chambre dite des Chinois. Alors, j'en viens progressivement, vous voulez voir les photos de galeries, hein, donc, j'en viens progressivement aux galeries souterraines et bassins canaux. Donc là, il a fait un chapitre entier consacré au système de galeries, ce Louviers. On y apprend il s'est introduit dans toutes les galeries que nous avons explorées, dans toute leur étendue. J'en doute un petit peu de ce que j'ai vu dans son rapport, dans ses plans, mais bon, en tout cas, il a fait un document assez complet. Donc là, j'en viens à la 4e partie de ma présentation, 4e et dernière, où il y aura un petit peu plus de photos qui vont illustrer. Alors, je vais un peu naviguer entre. Bon, les photos évidemment sont contemporaines, mais je vais naviguer avec les plans de Louviers ou les plans de Falcouz pour vous dire à peu près où c'était, parce que j'ai essayé de reconstituer aussi le fonctionnement hydraulique de l'époque où il était décrit au 19e siècle, qui correspond pas forcément au fonctionnement hydraulique au jour d'aujourd'hui. Il s'est passé toujours des tas de travaux d'aménagement au fil des siècles, donc c'est très difficile de reconstituer toute l'histoire des galeries. J'en profite aussi pour remercier, parce que toutes les photos sont pas de moi. Là, c'est Lato Bouguette. C'est quelqu'un qui... Alors lui, c'est un cataphile pour le coup. Je pense que vous avez vu l'article du Progrès hier ou aujourd'hui, je sais plus. Moi, je suis pas un cataphile. Hein. Si je visite des galeries, c'est parce qu'il y a des choses, il y a un intérêt historique, patrimonial. Les cataphiles, ils aiment aussi la partie exploration un peu clandestine. Et la taupe Vouguette, c'est quand même une des sommités lyonnaises. Hein. Il a un site internet, si vous voulez voir les photos des arêtes de poissons, il les connaît par cœur. Hein. Donc j'ai eu l'occasion de faire la visite chez les propriétaires de cette galerie avec cette taupe qui est capable de passer partout. Mais bon, voilà. Alors ça, oui. Je vais essayer sans mettre de bazar. La dernière fois, je m'étais un peu emmêlé. Ouais. Ah, c'est pour une photo. Bon, en principe, on enregistre aussi ce que je vous dis là et on mettra en ligne ce que je vous raconte en lien avec la présentation qui pourra, alors ce sera moins vivant évidemment, mais vous aurez de quoi réécouter ce que je vous aurais dit ce soir. Merci Luc, parce que c'est lui qui se fait le boulot après de montage qui est assez long. Surtout si je suis bavard, je sais pas quelle heure il est. Bon. Alors les plans de Falcouz. Voilà, ici j'ai entouré un peu l'ensemble des zones où il y a de l'eau. Donc tous ces trucs en rouge là, très pleins, c'est cité dans les rapports.
Et j'ai rajouté ça parce que c'est pas cité dans les rapports, et pourtant, il se passe quelque chose aussi ici, je vous dirai quoi, juste après. Voilà, donc on va un petit peu passer en revue ce fonctionnement-là. Quand on lit l'expertise de Louvier 1859, lui explique le fonctionnement hydraulique de cette façon. C'est-à-dire que la galerie pas de doigt, dont vous avez vu la photo en présentation, vous l'avez vu 2 fois dessus d'ailleurs pour faire la photo de monsieur. Donc d'après Louvier, la galerie pas de doigt alimentait ici le bassin à l'amont et ensuite ça venait se déverser dans le deuxième bassin, le troisième, ensuite ça passait dans une galerie en dessous, un réservoir, le lavoir et là après il y avait des tuyaux qui évacuaient l'eau du lavoir qui passait en siphon sous la voie ferrée. Donc avec ici en trait plein bleu, c'est du canal en pierre et les traits pointillés, c'est de la terre cuite ou du plomb. Dixit les rapports de Louvier. Ça, j'y crois moyennement parce que topographiquement, c'est un peu limite faire ça. Mais bon, Falcoz, lui, il dit à peu près la même chose, sauf que effectivement, la galerie dite pas de doigt, elle arrive directement dans le premier bassin et peut desservir aussi le deuxième. Bon, ça, c'est Falcoz qui le dit. Et donc le bassin plus à l'amont, il est alimenté par ici, mais RAL, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus, d'après Falcoz. Et ensuite, ça continue à se déverser comme ça, et après, ça passe par le lavoir sous la voie ferrée. Et là, vous voyez, il y a marqué dégorgeoir. Donc l'eau repasse, parce que là, les terrains ici devaient aussi appartenir au ténement supérieur, et il y avait de la vigne ou des vergers qui étaient là. Donc il leur fallait aussi de l'eau. Je continue. Donc voilà, donc la grande question, c'est cette liaison-là, qui à mon avis n'a jamais existé. Et au vu des visites que j'ai fait sur place, que je vais essayer de... voilà, il y a potentiellement de l'eau qui pouvait très bien arriver par le haut, donc le niveau du lotissement du jardin chinois aujourd'hui. Il y a un Talweg qui est là. Je viens un petit peu plus en détail. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de visiter des morceaux de galerie, ce que j'ai mis ici en jaune. Ici, il y a une petite galerie qui est encore sur la Fretta, hein, une galerie que j'appelle orpheline, qui n'est pas du tout citée par les experts, et pourtant qui existait à l'époque, mais qui est orpheline aujourd'hui, et qui, je pense, était déjà orpheline à l'époque du glissement de terrain. Et puis ici, il y a une galerie de captage qui existe encore, que je vais vous montrer. Voilà, donc là on va remonter le fameux Talweg. Là je suis donc au-dessus du chemin de l'Éperon. Donc là effectivement un dimanche ou je sais plus, j'ai été voir les propriétaires, les voisins et on est remonté dans le Talweg. Voilà, juillet 2017, c'est daté. Le fond du Talweg, alors il y avait pas d'eau hein, en juillet. Là c'est juillet 2019 parce que j'ai été voir d'autres propriétaires, donc c'était un petit peu plus haut. Et la galerie qui est un peu plus haut, donc dans une des propriétés du lotissement du jardin chinois. Donc on voit une galerie en état un peu décomposé. On voit ici, on est passé, j'étais avec un ami, on est passé dans ce petit trou là pour aller au bout de la galerie. C'était un petit peu limite, mais bon, ça fait 200-300 ans que c'est comme ça peut encore tenir une journée de plus, non? Voilà. Et là, bon, la galerie fait 15 à 20 mètres de long. Je l'appelais la galerie du jardin chinois. Et le fond de la galerie, bah, c'est assez classique, hein, c'est muré, mais ici il y a un trou ou un drain qui lui vient chercher l'eau à l'intérieur du sol et l'eau vient s'écouler par ce drain. Et on voit ici effectivement il y avait encore un peu d'humidité ou de l'eau qui percolait avec des calcifications. Voilà. Donc cette galerie assez intéressante qui n'avait pas été, qui était à l'époque donc dans le domaine de Pierre Poivre, hein, même si c'est aujourd'hui dans le jardin chinois. Pierre Poivre avait bien acheté le ténement avec cette galerie-là. Et bon, ça c'est encore. Moi, je suis revenu en arrière. Donc, je commence à fatiguer. Désolé. Voilà. Et pour moi, cette galerie du jardin chinois, je pense, je suis quasiment sûr, mais je peux pas le démontrer, que ce serait la galerie du XVIIe siècle, celle qui résulte du contrat de vente des eaux souterraines de Marc Chaumet. Puisque on sait que cette galerie-là, elle a été creusée au-dessus du chemin de l'Éperon.
et que c'est quasiment la seule galerie aujourd'hui connue qui fait partie ou qui faisait partie du domaine de la Fretta. Donc je pense que c'est une grande chance que ce soit celle construite suite à son acte à l'acte donc, du droit d'eau de 1683, où on demandait à Marc Chaumet de ne pas creuser, de ne pas rendre de ne pas rendre dommage à la vigne, de ne pas creuser trop près du sol, etc., pour capter les eaux. Alors, la galerie orpheline de la Fretta, là, on est sous le chemin de l'Éperon, on est dans le domaine actuel de la Fretta. Il y a cette petite galerie qui doit faire une dizaine de mètres, que j'appelle galerie orpheline. Les experts n'en ont pas du tout parlé. Je pense qu'elle était déjà délabrée ou pas en service à l'époque du glissement de terrain. Et je me demande, pareil, je fais des hypothèses, je me demande si cette galerie aurait pas subi les méfaits du glissement de terrain dont Falzan et Locard signalaient des années auparavant celui des travaux de la voie ferroviaire. Ce serait pas impossible. Mais de toute façon, le terrain en question est assez pentu, assez sensible d'un point de vue géologique. Donc les glissements de terrain, il y en a eu, et les galeries, elles n'ont pas toutes été elles ont dû être reconstruites ou confortées et le système hydraulique a pu évoluer avec le temps. Voilà. En tout cas, on voit clairement des calcifications ici, et puis des petites encoches pour l'éclairage. Donc, il y avait quand même réellement besoin de rentrer dans ces galeries et elles avaient une fonction forcément hydraulique. Voilà, ça c'est le bout de la galerie. Il y avait plein d'insectes à l'époque. On avait été avec Luc à tomber de la nuit. Avec les anciens propriétaires à l'époque. Voilà, donc là, le bassin Manche, je vous ai déjà montré cette photo, c'est le bassin amont, qui n'est plus du tout en état. Le bassin dit, le bassin au statut, alors vous voyez, ce bassin-là, il est pas aménagé dans de la rocaille, quoi. Il est clairement aménagé de manière beaucoup plus soignée. Et puis plus on s'approche du domaine, plus le bassin alors, il est de plus petite taille, mais on est circulaire. Et puis, il y avait un jet d'eau aussi. Donc, le bassin au statut, le même bassin au statut. Donc, ça, c'est l'époque Pierre Poivre, hein, les sculptures aussi. Hein, ça faisait partie de l'aménagement qu'il a souhaité. Le fameux bassin circulaire, qui avait de l'eau à l'époque de la photo. Voilà, et puis il y avait, alors je ne sais pas s'il y avait déjà un jet d'eau du temps de Pierre Poivre, mais l'eau venant du haut, hein, il y avait forcément de la pression et on pouvait faire exactement comme le jet d'eau que je vous ai montré tout à l'heure. Le jet d'eau fonctionne naturellement. Hein, c'est l'eau qui est captée qui est beaucoup plus haute et le jet d'eau fonctionne. Il n'y a pas de pompe, hein, ça va tout seul. Je continue. Donc là, on se retrouve vraiment en contrôle là, des voies ferrées. Il y a l'ancien lavoir qui existait sur les plans de l'époque Pierre Poivre. Et puis donc les experts qui parlent bien d'un tuyau, alors, je sais plus si c'est de plomb ou de terre cuite, qui évacue l'eau et ensuite qui passe en siphon sous les voies ferrées jusqu'au fameux dégorgeoir dont je vous ai parlé. À côté, juste en amont du bassin, il y a une entrée qui a été remaniée, hein, on voit, avec une ancienne grande ouverture, qui, à l'époque des experts, donc au 19e, c'était un réservoir qui était ici. Je vais vous montrer. Voilà, c'était la photo de la fiche de la conférence, je pense. Donc là, c'est à l'entrée de la grande galerie. À l'époque des travaux ferroviaires, c'était un réservoir. Et on voit bien ici les traces de calcification. Ça, c'est parfaitement horizontal. L'eau était... des propriétaires à l'époque avaient fermé cette galerie pour créer un réservoir. C'était pas une conception d'origine. Hein. À l'origine, ça coulait... il n'y avait pas de réservoir. Enfin, on n'imagine pas de boucher une extrémité de galerie avec un réservoir, on ne pouvait plus accéder après. Hein. Voilà. Et là, je remercie d'ailleurs David Patin aussi, qui était venu faire avec Luc aussi, on avait fait un peu les mesures et les repérages. Et David Patin fait aussi des belles photos que j'ai reproduites avec son autorisation ici. La grande galerie fait à peu près 30 mètres de mètre, une trentaine de mètres.
Celle-là, on pense, sans trop se tromper, qu'elle a été construite en même temps que la terrasse de Pierre Poivre. Elle a été construite en aérien, hein. Le terrain a été renivelé, la galerie et sa voûte a été construite à l'air libre, et ensuite le terrain a été aplani pour former cette belle terrasse avec les bassins supérieurs que vous avez vus. Il y a une trentaine de mètres de galerie comme ça. On s'est amusé à mesurer. Donc là, c'est pareil. Là, je regarde vers la sortie et on voit bien que cette sortie-là, elle a été fermée hein, pour le réservoir. C'était pas fermé comme ça à l'origine. On voit des belles classifications aussi parce qu'il y a beaucoup d'eau qui est passée par cette galerie avec le temps. Au bout de 30 mètres de cette galerie, on arrive à un rétrécissement assez curieux avec des formes, vous voyez, des raccordements de voûtes qui laissent penser qu'il y avait un ouvrage peut-être qui existait avant les travaux de Pierre Poivre. Peut-être qu'il y avait ici un réservoir, hein, oui, il y avait peut-être un réservoir ou une chambre qui permettait de recueillir de l'eau avant qu'il était décidé de prolonger la galerie et de réaliser la terrasse supérieure. Alors, on n'a pas la réponse, mais on peut faire des suppositions. Voilà, donc là, on est au bout de cette zone un peu mixte de raccordement et on continue, on peut continuer dans une galerie qui va se rétrécir, qui devient franchissable, mais il faut ramper, il faut le vouloir, voilà, c'est ça. 1 mètre voilà, la section fait à peu près 1 mètre sur 95 cm. Donc on peut y aller. Moi, j'ai pas été au-delà de, vous voyez, une pierre. On voit qu'il y a eu des réparations, hein. Il y a une voûte. Là, ça a été bétonné en voûte. Et là, on voit des pierres d'origine, hein. C'est des pierres jaunes ou des pierres. Je pense que c'est plutôt des dalles de pierre agrippées. C'est quand même plus costaud, qui sont probablement d'origine. Quand on voit ça, c'est pareil, hein. Pour construire une galerie pareille avec des pierres aussi massives, c'est construit à l'air libre, hein. C'est pas construit en taupe. Voilà, donc on peut continuer. Moi, j'ai pas été au-delà de ça. Voilà, c'est le photographe David Pazin. Lui, il est allé. Bon. Alors, le propriétaire m'avait raconté au mois de décembre, bon, c'est un ancien, enfin, un ancien ou un spéléologue. Il y est allé au-delà. Il n'a pas eu peur. Par contre, c'est effondré un peu plus loin. Voilà. Voilà. J'en viens ensuite à cette fameuse, ces galeries dites en pas de doigt, enfin que les experts appellent le pas de doigt, qui alimentaient donc vraisemblablement donc les bassins, au moins le bassin circulaire et probablement ce bassin-là, et puis ensuite le réservoir et le lavoir. Alors ces galeries pas de doigt, elles ont été répertoriées. Il faut savoir si jamais vous avez des galeries chez vous, ça peut arriver. Vous pouvez, il y a des personnes à l'OCRA, là, qui est une association qui œuvre un peu à la connaissance et à la préservation du patrimoine souterrain. Et parmi eux, il y a des gens qui sont assez remarquables. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui sont venus il y a 2 ans ou 1 an faire une conférence sur les petites bêtes qu'il y a dans les galeries. Les petites bêtes microscopiques, ils sont venus et je pense qu'ils ont fait un inventaire de ces bêtes dans ces galeries-là. Et ces gens-là, quand ils se déplacent, bah, ils peuvent aussi faire des mesures et des repérages et bah, on repart où le propriétaire, bah, finalement, il a le plan de ces galeries orientées, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc là, ils étaient venus en 2021 là, chez les propriétaires et ils ont fait ce travail. Bon, ça c'était juste pour signaler cette possibilité qui existe, hein, donc c'est toujours intéressant à savoir. Donc ces galeries en pas de doigt, il y a une partie qui alimente une citerne que voici. La citerne me fait à peu près. Alors, elle a été mesurée par les spélos. Moi, j'avais mesuré ça en nageant dedans, en mettant le pied au fond, machin. Donc, c'était très approximatif, mais c'était pas très loin de ce que les spéléologues ont mesuré. Donc, environ 3 mètres de large, 8 mètres de long et 1,60 m d'eau. Voilà. Alors, la fameuse pas de doigt, donc ça c'est l'entrée de la galerie depuis le terrain extérieur.
on s'enfonce un petit peu, on rentre dans cette galerie et on arrive à un embranchement de, vous avez les fameuses pattes d'oie, de 3 branches que voici, donc encore la photo de la taupe vouguette. Parmi ces 3 branches, il y a 2 branches qui sont des branches de captage, et donc on arrive au terrain aquifère où il y a de l'eau qui est captée, et puis une 3e branche, celle de gauche, qui communique avec la citerne. Voilà, une photo. Alors moi j'ai honte de mes photos, il y en a peut-être une après, mais ça c'est la taupe vouguette. Alors ce qui est intéressant, alors c'est moi qui dois être là, ça donne un peu une échelle. On voit assez clairement que la galerie elle était déformée. Hein. Ici, vous voyez, là il y a la largeur d'un pied, hein, alors que normalement il y a 50 cm à peu près hein, au sol. Ben, vous vous souvenez, le plan de Falcouz mettait une lézarde en plein sur ces galeries. Donc le glissement de terrain de 1853-1855-6 a dû générer des déformations assez importantes de ces galeries. Ça doit dater de cette époque-là. Voilà. Alors ma photo elle est un peu palote, mais j'ai plus en tête, il doit y avoir une bonne trentaine de mètres quoi, de galerie, et au fond il y a la partie captante. Voilà. Ça c'est la taupe. Oui, vous n'allez pas le reconnaître hein, comme ça. Qui prend une photo. Et ça, c'est ces photos aussi. Donc, on arrive au bout d'une des extrémités captantes. On voit effectivement la partie, le trou qui communique avec le sol en place, le sol gorgé d'eau, et l'eau est drainée par cette espèce de barbacane, et ça coule, ça calcifie, et ça descend le long de la galerie, enfin au sol, ça remplit la citerne, laquelle citerne va se déverser dans les différentes tuyauteries et bassins de la Frette. Voilà, donc ça, c'est moi qui prends la 3e branche de la galerie en direction de la citerne, mais c'est muré, on peut plus y aller. Et puis le petit bain pour conclure, et que voilà, je sais plus, je crois que c'était au mois de novembre qu'on avait fait cette petite virée dans l'eau. Et là, en fait, voilà, la galerie, la citerne est alimentée par ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous d'être venu.